Merci de rester fidèle à nos programmes. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le JDD. Nous avons le plaisir de recevoir pour ce dernier numéro de l'année 2023 un expert électoral. Vous l'aurez compris, le contexte électoral oblige. Monsieur Ndiaga Sylla, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Aïssatou et bonjour à tous vos téléspectateurs et vos auditeurs. C'est un plaisir pour moi de revenir ici en ce moment crucial pour l'avenir de notre pays. Nous sommes le 31 décembre, c'est le dernier jour de l'an. C'est l'occasion pour nous également de souhaiter nos meilleurs vœux à toute la population sénégalaise, à tout le monde. Bonne et heureuse année à vous aussi, Monsieur Ndiaga Sylla. Alors, Monsieur Ndiaga Sylla, on est en plein dans le processus électoral pour la présidentielle de février prochain, étape cruciale pour les candidats. Le parrainage, vendredi 29 décembre, le Conseil constitutionnel a établi l'ordre de passage des candidats à l'élection présidentielle pour la vérification de leur parrainage au terme d'un tirage au sort. Alors, est-ce que le tirage au sort pour départager les candidats peut garantir une représentation équitable? Bon, il faut quand même reconnaître que, au-delà du code électoral, le Conseil constitutionnel a pris une première décision allant dans le sens justement de normer les procédures justement de dépôt et de contrôle des candidatures et de contrôle des parrainages. Une décision que j'ai d'ailleurs saluée à travers une analyse que j'ai faite et publiée par la presse pour reconnaître effectivement la portée justement de la décision du Conseil constitutionnel essentiellement en 3 niveaux. D'abord, la dernière modification du code justement indiquait que le tirage au sort devrait déterminer en fait l'ordre de dépôt des candidatures. Et le Conseil, dans sa décision, a dit clairement et d'ailleurs avec justesse que le tirage au sort ne va pas déterminer l'ordre justement de dépôt des candidatures, mais plutôt l'ordre de contrôle et de vérification des parrainages. Alors, on peut penser que le Conseil d'emblée a foulé aux pieds en fait le code électoral, mais au fond, il s'est appuyé sur les dispositions pertinentes de la Constitution qui donnent la possibilité aux candidats de pouvoir déposer leur candidature entre 75 jours et 60 jours avant la date du scrutin. Or, le tirage au sort qui devait porter sur l'ordre justement de dépôt des candidatures tel que fixé par le code contraignait en fait les candidats à se présenter dès le premier jour, c'est-à-dire le 11 décembre. Deuxièmement, le Conseil a décidé que, contrairement à ce qui est dit dans le code, pour ce qui concerne les candidatures indépendantes, parce qu'à la suite justement du référendum de 2016, le code électoral a été modifié. Et le prétexte, c'était justement de prendre en compte les implications de la révision constitutionnelle sur le code électoral. Moi-même, j'avais été recruté par le ministre de l'Intérieur à l'époque. Nous avions pensé qu'il était important, à partir du moment où on a généralisé la participation des indépendants à tous les types d'élections, qu'il fallait donc d'abord, dans un premier temps, définir en fait le statut de l'indépendant. C'est pourquoi, dans le cadre du code, il est clairement dit aujourd'hui, est considéré comme candidat indépendant celui qui n'a jamais milité dans un parti ou celui qui a cessé toute activité militante au moins 1 an avant la date du scrutin. Oui. Peut-être que l'erreur qu'on a commise, c'est en voulant effectivement avoir un concept englobant qui prend en charge à la fois les élections en fait présidentielles. Nous avons défini en fait le terme en disant entité regroupant des personnalités indépendantes. Or, pertinemment, le Conseil constitutionnel a aujourd'hui cassé la poire en deux en retenant ce qu'il y a dans la Constitution, parce que l'article 4 de la Constitution, comme l'article 29, parle de candidats indépendants. Dans la décision du Conseil, ce qui est nouveau, c'est que le Conseil reconnaît à la fois les entités regroupant des personnalités indépendantes et aussi le candidat indépendant.
Et en troisième lieu, et ce que je trouve justement d'une grande portée, c'est que le Conseil, dans sa décision, a annoncé que pour ce qui concerne les modalités de contrôle du parrainage, il ne va pas prendre en compte tout candidat qui n'aura pas en fait donc un dossier complet. C'est-à-dire un dossier, un dossier qui manquera une pièce ou qui n'aura pas des parrainages en fait, qui vont atteindre le minimum requis. Non, les dossiers complets, la composition des dossiers, un dossier complet, un dossier incomplet, on y reviendra pour éviter de brûler les étapes. On va rester sur le tirage au sort. Quelle est à votre avis la différence entre ce que dit le code électoral qui demande à ce que le tirage soit fait lors de dépôt des candidatures et ce qu'a fait le Conseil constitutionnel qui s'est appuyé sur la Constitution, qui a fait le tirage selon l'ordre de vérification des parrainages? Alors, vous savez, je ne veux pas revenir sur certains détails, mais Dieu sait que le tirage au sort, l'idée du tirage au sort vient de moi, en toute modestie. Mais vous étiez pour un tirage au sort pour le dépôt ou pour la vérification? Parce que nous avons vécu en 2019, au premier jour, avec justement la généralisation du parrainage, toute la cacophonie. Vous vous rappelez à l'époque la bagarre qu'il y a eu, il faut le dire comme ça. Entre Aminata Touré et... Exactement. Oui. Alors, on s'est dit, donc l'enjeu aujourd'hui, à l'époque, c'était d'être le premier à déposer sa liste. Puisque, en fait, l'ordre du tirage, plutôt du contrôle, dépendait de l'ordre du dépôt. Donc, tout le monde se précipitait à déposer en premier lieu. Or, nous savons par expérience qu'en général, s'il n'y avait pas cette contrainte, les candidats déposaient leur liste, justement, au dernier moment. Comme ce fut le cas cette Exactement. fois-ci. Donc, si on doit instaurer un tirage au sort, le tirage au sort ne devrait pas porter sur l'ordre de dépôt des candidats, mais plutôt sur l'enjeu fondamental, l'ordre de contrôle. Et c'est exactement ce que le Conseil a rétabli. Et ça a un sens parce que ça a permis effectivement aux candidats de ne pas se précipiter à déposer le premier jour alors qu'ils n'étaient pas prêts au vu justement des contraintes liées à la préparation des... je ne parle pas des autres dossiers, mais des autres éléments du dossier, mais plutôt à la préparation en fait, de leur liste ou la confection de leur liste de Alors, quand le Conseil constitutionnel dit date limite de dépôt le 28 décembre à minuit. Le 26. Le 26 décembre à minuit. Est-ce que cela veut dire que le Conseil ne devrait plus prendre de dossier à partir de minuit ou cela veut dire que même s'il est minuit, s'il y a des mandataires qui sont encore sur place et qui n'ont pas eu la possibilité de déposer, le Conseil devait quand même prendre? Alors, il faut dire que le Conseil s'est conformé à la Constitution, parce que c'est l'article 29 de la Constitution qui fixe en fait la période de dépôt des candidatures. Et dans un premier temps, le Conseil avait indiqué que les candidatures devraient être déposées au jour ouvrable de 8h à 15h. Et là aussi, il faut quand même saluer la sagesse du Conseil constitutionnel. Parce que constatant qu'on s'achemine à la fin de l'année et il y a un week-end assez long, avec le Noël, le lendemain de Noël qui est un jour férié, le Conseil a dit qu'il instaure en fait une permanence. Donc le Conseil a travaillé le samedi, le dimanche et le lundi qui était férié. Et j'avais même personnellement fait un texte pour dire que la Caisse de dépôt et de consignation devrait s'aligner à la décision du Conseil constitutionnel. Parce qu'en vérité, c'est la Constitution, au nom de la liberté de candidature, qui fixe la période, mais s'il y a des jours non ouvrables, sur les 15 jours, quand même, si on globalise les jours non ouvrables et les jours fériés, on allait empêcher en fait donc aux candidats de bénéficier justement de 5 à 6 jours. Et pour ce qui est heureusement que le Conseil l'a rétabli. Maintenant, le Conseil a dit, parce que c'est le dernier jour, effectivement, on a la possibilité de déposer jusqu'à minuit. Pourquoi? Parce que la Constitution ne parle pas d'heure. Donc, pour être conforme à la Constitution,
le dernier jour, on installe une permanence pour permettre effectivement aux candidats de déposer jusqu'à minuit, au plus tard. Et ça, c'est conforme. C'est ce que le Conseil a fait. Et le Conseil aussi a pris une autre décision, constatant que les derniers arrivants ont passé la nuit et le dépôt, compte tenu des procédures de vérification sommaire, justement donc des parrainages, surtout, malheureusement, a fait que des candidats étaient restés là-bas au lendemain jusque tard. Alors que le Conseil avait programmé initialement de faire le tirage au sort le 28, donc il était dans l'impossibilité de respecter ce délai. C'est pourquoi ils ont fait un autre communiqué pour dire finalement ils vont différer de 24 heures. C'est ce qui a été fait donc avant-hier, c'est-à-dire le 29. Alors, pour en revenir au tirage au sort, est-ce que le système de tirage au sort utilisé pour départager les candidats à Ndiaga Sylla, est-ce que vous le trouvez juste et démocratique surtout? Alors, a priori, le tirage au sort, bien qu'il soit aléatoire, mais est quand même équitable. Parce qu'a priori, oui. Les chances sont égales. Et au moins, ça a le mérite d'éviter en fait la cacophonie qu'on a rappelée tout à l'heure. Maintenant, je pense que il faut aller au-delà justement de ce constat vers les réformes majeures. Il faut repenser notre système justement de parrainage. A priori, moi, j'ai toujours dit que dans un pays, dans une démocratie, il faut quand même rationaliser les candidatures. La preuve, le prétexte a été justement la pléthore de listes enregistrées en 2017 lors des législatives, 47 listes. Oui. Alors aujourd'hui, imaginez s'il n'y avait pas le parrainage et que les 93 candidats soient validés. Matériellement, il serait difficile justement d'organiser en fait le scrutin. Mais en termes de qualité des candidats, de propositions, de participation au débat public, est-ce qu'un tirage au sort ne fausse pas un tout petit peu le jeu en permettant à tout et n'importe qui de mieux se positionner par rapport à l'autre? Alors, vous savez, j'ai un ami expert électoral avec qui j'ai partagé la mission de l'Union européenne il y a un peu plus d'1 an. Lui-même, il a attiré mon attention sur le fait que peut-être il faut le dire comme ça, des candidats fantoches, arrivés premiers, risquaient effectivement donc de saboter des candidatures sérieuses compte tenu de leur position favorable. Mais ça, le Conseil constitutionnel l'a réglé. Parce que le Conseil a dit qu'il ne prend pas en compte dans le contrôle, et pour parler précisément dans le dédoublonnage, tout candidat qui n'aura pas un dossier complet. Ça veut dire que donc déjà ce matin, ou hier, on a vu qu'effectivement, sur la dizaine de candidatures contrôlées, une seule personne est passée. Donc ça veut dire qu'on peut espérer on peut penser que d'ici en fait la décision en fait de validation des candidatures, peut-être qu'on aura une vingtaine, peut-être au maximum une trentaine de candidatures. Et ce que je trouve raisonnable, parce qu'en 2007 aussi pour rappel, le Sénégal avait lors de la présidentielle 15 candidats. Et en 2012, nous avions 14 candidats. Donc c'est raisonnable aujourd'hui que le Sénégal puisse avoir une vingtaine de candidatures. Mais au moins, non, ce n'est pas trop. D'autant plus d'ailleurs que dans le cadre du code électoral, à partir du constat qui a été fait en 2017 sur la période de candidature, le code électoral a été réformé. Parce que l'électeur, une fois dans le bureau de vote, était dans l'obligation de prendre tous les bulletins de vote avant d'aller au niveau de l'isoloir pour justement en choisir un à mettre dans l'enveloppe. Mais la loi électorale a indiqué clairement que l'électeur, lorsque dans une élection, il y a plus de 5 candidats ou 5 listes, l'électeur peut choisir le minimum pour donc faire son choix. Et donc, ça influe effectivement sur le temps de vote. Imaginez maintenant, dans une élection où il y a 50 candidatures, si en réalité l'ancienne disposition était maintenue, l'électeur devrait être tenu de prendre l'ensemble des bulletins et ça influe sur le temps de vote. Peut-être qu'il allait mettre 3 à 5 minutes. Imaginez par exemple jusqu'à 500 électeurs par bureau de vote.
Donc, ça allait effectivement donc, allonger en fait, donc, le temps de vote. Et pour ce qui est des doublons, comment permettre justement aux candidats d'avoir une maîtrise de ces doublons externes? On sait que dans la loi punit les électeurs qui parrainent plusieurs candidats, mais en réalité, dans la pratique, on se rend compte que celui qui est le plus affecté, c'est le candidat. On a l'impression que cette loi punit plus le candidat que l'électeur lui-même. Aïssatou, vous venez de toucher le nœud du problème. J'ai longtemps dit que l'une des grandes failles de notre système de parrainage réside au fait qu'on n'ait aucune maîtrise sur les doublons externes. Alors aujourd'hui, avec les logiciels créés par certains informaticiens, on peut effectivement faire un contrôle externe pour extirper en fait les doublons internes. On peut aussi s'assurer que les électeurs qui nous ont parrainés sont réellement en fait, dans le fichier électoral. Parce qu'il y a eu des cas où les électeurs qui ont parrainé n'étaient pas... tous ceux qui ont participé au dernier législatif disposent du fichier de plus de 6 millions d'électeurs. Excepté maintenant ceux qui ont été honorés ou qui ont fait des modifications lors de la dernière révision, qui sont un peu plus de 300 000. Mais on n'a aucune maîtrise sur les doublons externes. Je ne suis pas sûr que moi, l'électeur A qui m'a parrainé n'a pas déjà parrainé un autre électeur. Alors c'est ça maintenant l'enjeu. Parce que la loi dit clairement que lorsque une liste A est contrôlée et que ses parrainages soient validés ou non validés, quand une liste B arrive, si on retrouve un électeur donc, qui a déjà parrainé la liste A, dans la liste B, on enlève cet électeur dans la liste B. Même si l'autre n'a pas passé l'étape des parrainages. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'il ait atteint le minimum ou que son dossier soit complet ou non, oui, on le prenait en charge. C'est aussi le lieu de quand même saluer les efforts qui ont été donc, faits par le ministère de l'Intérieur lors des législatives. Avant, par exemple, si un électeur de Dakar qui a été donc trouvé à Louga et qui parle un monsieur X, et qu'on se rend compte plus tard qu'il a été inscrit sur la liste de parrainage de Louga, la machine, à l'époque en 2019, la machine, constatant qu'il s'agit d'un électeur de Dakar, supprimait en fait ce parrainage. Mais aujourd'hui, le logiciel utilisé par le ministère a fait justement en sorte qu'on l'a fait directement dans sa région d'origine. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai entendu certains leaders de partis à l'époque dire que oui, nous n'avons pas recueilli le parrainage des Sénégalais de l'extérieur. Alors que sur le PV, on a mentionné qu'effectivement on en avait. C'est parce que simplement, effectivement, ils ont été parrainés par un électeur de l'extérieur et que c'est la machine qui l'a effectivement donc à sa circonscription de l'extérieur. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi d'ailleurs, tantôt je disais que c'est là où il faut quand même reconnaître la portée de la décision du Conseil constitutionnel qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas un dossier complet, y compris son parrainage incomplet, ne peut pas empêcher à l'autre justement donc, de passer par défaut de parrainage. Bon, encore que, même si il faut quand même le reconnaître, on n'a pas de maîtrise sur les doublons externes, mais la loi aussi prévoit la régularisation. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a fixé son calendrier. Le dernier jour, ce sera le 5 janvier, mais la loi prévoit que le Conseil, justement, puisse autoriser à tous ceux qui, maintenant, seront recalés pour défaut, justement, de parrainage, pour motif de doublon externe, on leur donne 48 heures la possibilité, justement, de venir procéder à la régularisation. Sauf que, aussi là, à ce niveau-là, la loi a été mal rédigée parce qu'il est dit que pour faire la régularisation, on a droit qu'une seule fois à la régularisation pour parrainage double et à concurrence du nombre requis. Or, je ne parle pas de milliers ou de centaines. Alors, en venant pour régulariser un seul parrainage double, moi, je n'ai aucune certitude ou assurance que cette personne, justement, n'a pas déjà parrainé quelqu'un d'autre. Alors, c'est pourquoi moi, depuis janvier 2020, nous étions dans le contexte justement de la candidature à l'élection présidentielle. En me basant sur la pratique à l'extérieur,
j'avais dit, mais le Sénégal a le même système que le Mexique, qui applique le parrainage citoyen. Or, au Mexique, leur système est basé en fait sur à la fois l'enregistrement instantané, mais aussi le contrôle instantané. Alors, imaginez par exemple aujourd'hui que le Sénégal puisse dire, à l'image justement de l'enrôlement des électeurs, c'est-à-dire la révision, pour parler simple, la révision des listes électorales. Chaque électeur se déplace auprès de la commission administrative pour s'inscrire ou pour faire une modification ou n'importe quelle opération prévue. Alors, dans le cadre justement du parrainage, on aurait pu adopter le même système. De sorte que la DGE, en collaboration avec la DAF, mette en place au niveau de chaque commune au moins une commission. Et que l'électeur qui veut parrainer en fait donc un candidat se déplace. Au lieu que ce soit les candidats qui se déplacent. Évidemment, on ne peut pas maintenir le même nombre, 44 000. Dans ce cas, il faut peut-être réduire à 10 000 ou 15 000. Et que dans ce cas, puisque chaque électeur, ce que j'ai d'ailleurs jugé pertinent, mais malheureusement, on s'est rendu compte que le numéro en fait, affecté à chaque candidat dans le cadre du parrainage avec les fiches, ça aurait pu avoir un sens si le système était informatisé. Mais au bout du compte, on se rend compte que cette individualisation des fiches n'avait qu'un seul objectif. C'était d'empêcher à quelqu'un d'être candidat. Et ce quelqu'un, c'est... On y reviendra. Mais c'est juste pour dire que... Ce serait bien de préciser ce quelqu'un, c'est qui? On y reviendra peut-être. D'accord. Par exemple, je ne veux pas perdre le fil de ma pensée. En fait, c'est juste pour vous dire que si ce système était institué, chaque électeur se déplace, il dit que moi, je veux parrainer tel candidat qui a donc vous aussi, je par vous exemple, comprends bien. je veux parrainer le candidat qui a le numéro X. Et donc, la commission l'inscrit directement. Alors, et puisque dans ce cas, oui. Puisque c'est relié avec le fichier central, on sait a priori si cet électeur qui vient parrainer un monsieur X a déjà parrainé quelqu'un, ou bien est-ce que ce monsieur X est réellement électeur. De sorte que, à la fois, l'enregistrement est automatique, le contrôle est aussi automatique. Après, au moment de l'enregistrement, de la révision des listes électorales, on n'avait pas non plus la liste des candidats. On avait des candidats déclarés, mais on ne savait pas qui était sérieux, qui n'était pas sérieux. Est-ce que ça n'aurait pas été un tout petit peu risqué de demander à l'électeur de choisir de parrainer quelqu'un sur la base peut-être simple d'une déclaration En réalité, c'est ça qui sous-tend en fait le droit électoral. Parce que le droit électoral s'appuie sur la jurisprudence. Vous savez, il a fallu qu'on connaisse en fait la période de candidature en 2017 pour que, effectivement, dans le cadre de la réforme électorale, qu'on puisse effectivement généraliser le système de parrainage pour rationaliser les candidatures. Donc, à partir des constats, il va falloir faire les réformes nécessaires. Alors, quelles sont aujourd'hui les réformes à faire pour rendre cette loi, la loi sur le parrainage, plus efficace, plus efficiente et surtout plus équitable? Alors, j'ai dit tantôt que sur le principe, tout le monde est d'accord qu'il faut rationaliser les candidatures. Mais le système de parrainage est tellement contraignant. Rappelez-vous bien que la Cour de justice de la CEDEAO avait ordonné à l'État du Sénégal d'abandonner ce système de parrainage. Je ne reviendrai pas dans les détails de la décision, mais les juges de la CEDEAO avaient fait un raisonnement très simple. En prenant en compte à la fois le nombre d'électeurs contenus dans le fichier à l'époque et le nombre de partis politiques. Ils se sont dit, mais si l'ensemble en fait, des partis politiques devrait en fait, obtenir au minimum le minimum de parrainage requis, on allait épuiser en fait, la base du fichier. Et ça remettait en cause la liberté fondamentale de candidature. Aïssatou, il faut savoir qu'au-delà des normes nationales, l'élection est sous-tendue par aussi des normes supranationales. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte justement des universels des droits civils et politiques,
et au niveau régional et sous-régional, il y a un certain nombre de chartes. Alors, de sorte que il faut quand même garantir justement cette liberté fondamentale de candidater. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai longtemps considéré que l'administration électorale sénégalaise n'avait pas, surtout qu'elle n'est pas chargée de recevoir ou de valider des candidats, n'avait pas à faire entrave justement à cette liberté de candidature. Quand vous dites l'administration sénégalaise, vous parlez de la direction générale des élections qui a refusé de remettre au mandataire de l'opposant Ousmane Sonko sa fiche de parrainage. Oui, c'est pas normal. Parce que nous sommes dans le cadre d'une élection présidentielle. Nous savons tous que la loi électorale donne la compétence au ministre de l'Intérieur, qui est le ministère des élections, parce que le code électoral parle de ministère des élections. C'est un vocable neutre, parce que bon, il est possible qu'on se retrouve comme en 2011 avec un ministère de des élections. Mais aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur qui a les attributions, qui exerce les attributions en fait donc du ministère des élections. C'est lui qui a les compétences. Et les premières dispositions du code que nous avons révisées en fait, parce qu'aucun titre, aucun chapitre, aucun article du code n'était consacré à l'administration électorale. Il a fallu que dans le cadre de la révision du code électoral de 2001, que nous puissions effectivement donc prévoir des titres spéciaux aux organes de contrôle. Il faut voir l'article 1er, l'article 2, l'article 3, qui sont justement, qui définissent en fait les attributions du ministère chargé des élections. Et les compétences en matière électorale alors, ce n'est pas sont attribuées au ministre de l'Intérieur, mais qui l'exerce à travers ses services centraux. Essentiellement, les services centraux, c'est la Direction générale des élections, DGE, et la Direction de l'automatisation des fichiers. C'est pourquoi, à un certain moment, quand on a voulu instaurer une polémique inutile, moi j'ai dit, en tant que sachant, je n'ai pas à tomber dans ce piège. Parce que l'administration, elle est une et indivisible. Et dans le passé, il est arrivé qu'un électeur soit radié, qu'il ait pu saisir en fait le juge compétent. Et que ce juge puisse rendre son ordonnance, et on l'a toujours intégré sans pour autant instaurer cette polémique. C'est parce que simplement il y a une volonté de l'administration électorale qui, malheureusement, c'est ça la faille d'ailleurs aussi de notre système électoral, qui est sous tutelle. Parce que le directeur général des élections, il a un patron qui se trouve être le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, il a un patron qui se trouve être le président de la République. J'ai dit, il y a quelques semaines, mais c'est au président de la République qui doit siffler la fin de la récréation. Et c'est dommage. Alors, c'est pourquoi, en fait, je m'attendais à ce que le Conseil constitutionnel, par rapport à la nouvelle procédure qui découle justement de sa décision, consistant justement à apprécier la complétude justement du dossier de candidature, justement, qui allait effectivement nous dire est-ce que effectivement le dossier de Ousmane Sonko est complet ou non, en constatant. Alors, c'est quoi justement un dossier complet? Dans quel cas le Conseil constitutionnel pourrait-il dire que le dossier du candidat Ousmane Sonko, qui n'a pas reçu sa fiche de parrainage, qui n'a pas pu laisser son chèque à la Caisse des dépôts et consignations, sur quoi le Conseil peut-il se baser pour dire que le dossier de candidature d'Ousmane Sonko est complet ou incomplet? Alors, il faut dire que c'est le code électoral qui prévoit un certain nombre de pièces qui composent le dossier de candidature. Alors, au-delà des pièces, il y a aussi un certain nombre de déclarations. Alors, pour les pièces, il y a le certificat de nationalité. Il y a l'extrait de naissance datant de moins de 6 mois. Il y a la photocopie légalisée de la carte nationale d'identité. Alors, il y a le quitus ou la quittance délivrée par la Caisse de dépôt et de consignation qui reçoit d'abord le chèque de banque produit par le candidat. Séance tenante, la Caisse est tenue, dès la présentation du chèque,
de dériver une quittance. Alors, par la suite, la caisse, après s'être assurée, ou même, parce que c'est ce que dit la partie réglementaire du code, après avoir encaissé les fonds, délivre une attestation. Alors, c'est à la fois la quittance et l'attestation qui prouvent que le candidat a versé le cautionnement. Alors, la loi prévoit aussi que c'est le ministère de l'Intérieur qui prend un arrêté pour fixer en fait ou déterminer en fait les modèles de déclaration de candidature. Il y a une attestation d'investiture qui est signée par le responsable de l'entité qui a décidé d'investir. Ça peut être un parti politique, une coalition de partis politiques, une entité indépendante ou un candidat indépendant. Ensuite, le candidat, il fait une déclaration de candidature sur la base du modèle produit par le ministère de l'Intérieur. Il y a 2 déclarations sur l'honneur signées par le candidat. Une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat atteste qu'il est de nationalité exclusivement sénégalaise et qu'il jouit de ses droits civils et politiques. Il y a une autre déclaration sur l'honneur par laquelle il atteste qu'il est en règle avec la législation fiscale. Peut-être qu'on y reviendra parce que il y a le cas Karim Wade, oui, et Khalifa, on y reviendra, oui. Alors, il désigne aussi un mandataire. Alors, la loi prévoit que lorsque la candidature est portée par une coalition de partis politiques, une entité indépendante ou un candidat indépendant, il va falloir, au plus tard la veille du dépôt de candidature, notifier le nom. Pourquoi? Parce que cette exigence n'est pas faite pour les partis, parce que les partis sont légalement conscients, ils ont un nom connu. Et pour le cas des partis dissous? Mais puisque maintenant ces entités que je viens de nommer, c'est-à-dire les coalitions et les entités indépendantes, souvent sont formées de manière furtive. Donc il va falloir notifier en fait le nom et éventuellement le titre. Donc voilà en fait ces éléments. Et aujourd'hui, parmi les éléments aussi du dossier de candidature, il y a le parrainage. Maintenant, puisque le parrainage est complexe, ça ne peut pas se régler en un seul jour. Oui. C'est pourquoi la loi prévoit que, ça a été modifié, aujourd'hui, 150 jours avant la date du scrutin, que le ministre prenne un arrêté pour fixer le modèle, pour déterminer le modèle de fiche de parrainage. Ce qui a été fait. Et la partie réglementaire du code oui. dit clairement que la collecte de parrainage démarre dès la signature de cet arrêté. Alors, avant, par exemple, pour répondre à une question insidieuse, Oui. en 2019, l'arrêté du ministre de l'Intérieur qui fixe le modèle de parrainage, c'était un arrêté anonyme qui ne comporte pas de numéro. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'avait même pas besoin d'aller au ministère. Par exemple, moi, je rencontre Aïssatou, qui a une fiche, je lui demande, Aïssatou, est-ce que vous pouvez me donner votre fiche? Je la photocopie et puis je collecte mes parrainages. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que chaque fiche maintenant est individuelle, chaque candidat a un numéro. C'est pourquoi au final, je me suis rendu compte. Quelle est la pertinence d'avoir ces numéros? Au final, ce numéro aurait pu être pertinent si on était dans le cadre d'un système informatisé de collecte et de vérification. Mais à l'arrivée, pour répondre à votre question, on s'est rendu compte que, et il faut le dire comme ça, parce qu'il n'y a pas de vérité. Au final, justement, cette réforme a été faite pour empêcher justement au candidat Ousmane Sonko d'avoir une fiche de parrainage. Alors, parlons justement du candidat Ousmane Sonko. Vous suivez l'évolution de son affaire depuis le début jusqu'au dépôt de sa candidature. Alors, quels sont, à votre avis, quand on revoit la composition de son dossier, les chances de succès justement du dépôt de sa candidature? Alors, a priori, on peut considérer que M. Ousmane Sonko, comme les autres candidats, ont essayé justement de se conformer à la loi. À tel point qu'on puisse espérer que M. Sonko a déposé l'ensemble de ses pièces, sauf 2 éléments.
La fiche. C'est-à-dire l'attestation délivrée par la Caisse de dépôt et de consignation qui prouve justement du dépôt du cautionnement. Parce que nous avons tous entendu qu'après avoir reçu sa quittance, la Caisse a voulu lui retourner le chèque. Donc, par conséquent, a refusé justement de lui délivrer l'attestation, qui est quand même un élément substantiel dans le dossier de candidature. L'administration électorale a refusé aussi de lui délivrer une fiche numérotée. Donc, on peut comprendre que M. Ousmane Sonko, malgré la décision rendue par les juges compétents dans le cadre du contentieux sur les inscriptions, l'administration n'a pas obtempéré. Parce que le prétexte, il faut quand même rappeler, de l'administration, c'était que oui, en vertu de l'article 57, ce n'est pas l'administration qui l'avait argumenté, mais c'est plutôt le premier président de la Chambre administrative de la Cour suprême qui a rendu justement une ordonnance à la suite du référé introduit par les conseillers. Est-ce que vous êtes en train de dire, M. Ndiagassi, là, que le dossier d'Ousmane Sonko, qui est à l'heure actuelle, si on peut le dire, incomplet, a de fortes chances de ne pas passer au niveau du Conseil constitutionnel? Je dis le contraire. Parce que le Conseil constitutionnel va constater que ce n'est pas parce que M. Ousmane Sonko a méconnu la procédure prévue justement dans le cadre du dépôt de candidature et relativement justement à la fiche de parrainage déterminée par arrêté et justement au versement du cautionnement. Mais plutôt, le Conseil va constater sur la base justement des constats d'huissier que c'est parce que M. Ousmane Sonko a été empêché par l'administration. Or, il revient c'est une défaillance de l'administration qui a empêché... Il y a une jurisprudence constante. On ne peut pas imputer une faute de l'administration à un citoyen. Rappelez-vous bien, on parle de la jurisprudence Insa Sangaré, qui est une jurisprudence pertinente. Mais rappelez-vous bien en 2017, lors des élections législatives, à 5 jours pratiquement de l'élection, le Conseil constitutionnel a rendu une décision à la suite de la saisine du président de la République pour avis. Parce que nous venions effectivement d'opérer une refonte du fichier électoral. Les cartes d'électeurs devraient être donc reproduites et distribuées. Jusqu'à la veille des élections, il y avait 1 million de cartes d'électeurs produites et non distribuées, et puis 2 millions de cartes qui n'étaient pas encore produites. Donc, un tiers en fait, de l'électorat n'était pas dans la mesure justement d'accomplir le droit de vote. Et d'ailleurs, ce que je juge pertinent, le président a saisi le Conseil constitutionnel. Et le Conseil, effectivement, a dit dans son avis qu'on ne peut pas imputer une faute de l'administration à un citoyen. C'est pour cette raison que le Conseil a pris la décision de permettre aux électeurs de voter sans la carte nationale d'identité qui faisait office de carte d'électeur, alors que la loi électorale précisait clairement qu'on ne pouvait pas voter sans carte nationale d'identité. Bien, alors... C'est pourquoi moi, je pense qu'aujourd'hui, la décision du Conseil constitutionnel permettra de régler définitivement justement ce problème. Pourquoi? Parce qu'il revient au Conseil constitutionnel, conformément à la Constitution, de réceptionner les candidatures à l'élection présidentielle, de les valider et de gérer effectivement donc les réclamations. Alors, hier samedi, Maître Ciré Clédor Ly, mandataire d'Ousmane Sonko, ne s'est pas présenté au Conseil constitutionnel pour la vérification des parrainages par la commission de contrôle. Alors, quelles sont les conséquences justement, M. Ndiagassi, de ce défaut de présence? Les conséquences sont précisées par la dernière décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil dit, lorsqu'on fait appel au tir au sort, un candidat, par exemple, qui est programmé le matin, s'il ne se présente pas, on va contrôler donc, son parrainage à la fin de la journée. Après avoir contrôlé tout. Voilà. Et si au terme de la journée, il ne se présente pas, il sera en fait contrôlé en dernier lieu. C'est-à-dire, actuellement, à l'heure où je parle, Ousmane Sonko est à la 93e place. Alors, l'enjeu maintenant, et là aussi, il faut quand même comprendre, et il faut pour rassurer en fait,
l'enjeu d'être contrôlé en premier, c'était pour éviter les doublons externes. Oui. Mais M. Ousmane Sonko a déposé un parrainage par des députés. Donc il n'y a plus d'enjeu pour... avec le parrainage des députés, il n'y a quand même pas de risque de doublon. Donc sur ce plan-là, Donc, je pense que Ousmane Sonko et ses conseils, ils savent bien ce qu'ils font. Donc Ousmane Sonko n'a pas de souci à se faire en ce qui concerne le parrainage. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est juste le conseil devrait aujourd'hui nous dire hier que est-ce que réellement le dossier de Ousmane Sonko est complet ou pas. C'est-à-dire en appréciant effectivement les deux éléments qu'on a... ça aurait été fait peut-être si son mandataire s'était présenté. C'est différé aujourd'hui, oui. Parce que le Conseil, dans son calendrier, a prévu le dernier jour donc du contrôle pour le 5 janvier. Donc ça veut dire que soit au terme de la journée du 5 ou le 6, il va vérifier le dossier de M. Ousmane Sonko. Alors, vous suivez le jeu du dimanche sur iRadio, ITV, emedia.sn. Je rappelle que nous recevons M. Diagassi là. Il est expert électoral. Alors, le dernier dialogue national a permis à Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall de réintégrer le jeu politique. Les deux n'avaient pas pu participer à la dernière élection présidentielle. Est-ce que la dernière réforme justement du code électoral qui rend totalement aux deux cas leur éligibilité, même s'ils n'ont pas payé l'amende que la justice avait retenue contre eux lors de leur procès? Oui, moi je pense que il faut quand même saluer les efforts qui ont été faits dans le sens justement de rendre les élections inclusives en réhabilitant en fait ces deux personnalités qui ne sont pas des moyens que vous venez justement donc de citer. Même si je l'ai dit plusieurs fois, je n'ai pas été d'accord sur la démarche. Parce qu'il a fallu effectivement manipuler le code électoral en son article 28 pour faire de la grâce présidentielle une voie de réhabilitation. Et à l'arrivée, on se rend compte que celui qui bénéficie d'une grâce a plus d'avantages d'être réhabilité dans son droit de vote que quelqu'un qui a purgé sa peine. Mais bref, je ne veux pas m'étendre sur ce débat, mais moi-même, il y a quelques mois, j'ai publié un texte pour attirer l'attention en fait d'un certain nombre de personnes qui disaient que oui, Khalifa Sall, tout comme Karim Wade, compte tenu de l'amende qui leur a été infligée, ne serait pas en règle avec la législation fiscale. Je lui ai dit, attention, d'abord interrogeons en fait le décret qui a gracié Khalifa Sall. Il est clairement dit dans ce décret qu'il est à la fois gracié des peines d'emprisonnement et des peines d'amende. Et le code électoral modifié en son article 28 dit que quelqu'un qui bénéficie d'une grâce présidentielle, il doit rester la période prévue pour la condamnation initiale. Par exemple, Khalifa, c'était 5 ans. Et Khalifa a déjà fait 5 ans. Même s'il a purgé la peine d'emprisonnement pour la moitié. Alors donc, Khalifa, pour ce qui concerne la peine d'emprisonnement, a été gracié. Alors pour la peine d'amende, c'est le même code électoral modifié qui dit que si quelqu'un justement a été condamné à une peine d'amende, pour retrouver son droit de vote, il doit rester une période de 3 ans pour pouvoir être éligible. Et donc, si on considère ces dispositions, Khalifa, il devient éligible. Observons maintenant le décret de grâce dont a bénéficié en fait Karim. M. Karim Wade. Le décret de grâce dit que M. Karim Wade est aujourd'hui exempté des peines d'emprisonnement. Mais il n'est pas exempté du paiement en fait de l'amende.
Donc le problème, c'est plus avec le cas Karim Wade que le cas Khalifa Sauf que Babacar Sall. maintenant, Oui. on ne peut pas donc appliquer l'article 28 qui prévoit une période de 3 ans pour donc être épargné de l'amende. Mais c'est l'article 30 du code L30 du code électoral qui règle le cas Karim Wade. Parce que cette disposition dit ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à partir de la condamnation définitive les personnes condamnées pour un certain nombre de délits mineurs et pour une durée moindre. Mais cette disposition finit par dire toute personne condamnée à une peine d'amende supérieure à 200 000 francs. Donc Karim Wade est dans cette situation, même si c'est à coup de milliards, mais pendant une période de 5 ans. C'est ce que dit la loi. Or, la condamnation définitive de M. Karim Wade, si je ne me trompe, est intervenue en 2015, alors qu'on est en 2023. Maintenant, il faut faire la différence entre l'amende en tant que peine prononcée par le juge et l'amende justement retenue par justement le code des impôts. Par exemple, c'est une amende infligée à quelqu'un qui n'aurait pas versé effectivement donc ces impôts. Donc aujourd'hui, juridiquement, l'amende infligée à Khalifa Sall et à Karim Wade ne peut pas justement les empêcher d'être candidats. Donc, par contre, si M. Karim Wade devrait être bloqué demain, c'est par rapport peut-être à la question de la nationalité, et je pense qu'il en est assez conscient. Parce que ça aussi, c'est une disposition constitutionnelle qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date justement de 1992, du Code électoral de 1992, qui dit que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut exclusivement être de nationalité sénégalaise. Et d'ailleurs, c'est tout à fait raisonnable. Parce qu'il faut quand même protéger la souveraineté de notre pays. Maintenant, lui étant de nationalité française, il m'est arrivé d'ailleurs de faire un texte il y a 7 ans pour revenir sur la question, parce que le président Wade lui-même avait dit pertinemment d'ailleurs qu'il fallait faire la différence entre la double nationalité, la binationalité. C'est vrai, il y a quelqu'un, compte tenu de vos conditions de naissance, vous avez de facto en fait une nationalité. Mais si vous voulez en fait être candidat à l'élection présidentielle, il faut savoir renoncer à la nationalité. Encore que la France ne fait qu'une seule exigence pour le renoncement à la nationalité. Ce que la France donc exige à celui qui veut renoncer à sa nationalité, c'est de ne pas rester un apatride. Et donc c'est plus simple pour quelqu'un qui a déjà une double nationalité de pouvoir renoncer à la nationalité française. Bien. Et ça veut dire quoi? On a quitté tout à l'heure le champ fiscal, on parle de nationalité. Et on est dans le droit électoral. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que le droit électoral est un droit transversal. Quand on parle national, on parle du droit familial. Quand on parle de la fiscale, c'est du droit fiscal. Quand on parle de recours d'ailleurs, et ça me permet de revenir, parce que j'ai été informé par les avocats que la Cour suprême a décidé, même si en fait nos avocats ne sont pas encore informés, justement de statuer sur le recours que nous avions introduit et visant effectivement à attaquer la régularité du décret nommant les membres de la Sénat. Il semble que l'audience est prévue, mais c'est un référé en fait, pas dans le fond, mais nous avions introduit par le biais de nos conseils un référé pour demander en fait qu'on sursoit à l'exécution du décret. Et je tiens à préciser, parce qu'il y a un débat. L'audience est prévue quand? Le mercredi prochain. D'accord. Alors, il y a un débat qui est installé depuis quelque temps sur un éventuel report. Ma conviction est que ce recours ne peut pas empêcher la tenue des élections. Mais ça ne dépend pas de nous. Si toutefois, parce que en réalité, si l'exécution du décret de nomination de ces membres de la Sénat est annulée, quelles peuvent être les conséquences? Les conséquences, la première conséquence, c'est que justement on considère que c'est l'ancienne équipe qui doit rester en place. Encore que le rôle de la Sénat sera plus déterminant à l'approche des élections. Alors, de deux choses, même si, par exemple, demain, le recours est examiné dans le fond, au-delà de ce référé, soit la Cour suprême considère que le décret est régulier, ok, la Sénat nouvellement installée continue son travail, soit il annule le décret et dans ce cas, il revient au président de tenir compte
des griefs que nous avions effectivement donc opposés, à savoir que le principe du renouvellement au tiers n'a pas été respecté. Et s'il tient maintenant à renouveler, il va changer 4 membres. Si par exemple la Cour considère que parmi les membres, il y en a qui ne remplissent pas en fait le critère d'impartialité donc requis dans le cadre en fait donc d'un organe de supervision et de contrôle, il n'a qu'à les remplacer. C'est tout. Bien. Alors, et encore que pour reporter les élections, au nom justement de la clause d'éternité introduite dans la Constitution en 2016, je considère que, sauf cas de force majeure, on ne peut pas en fait donc reporter donc les élections sans le changement dans la composition des membres de la Sénat ne peut en rien influer sur le calendrier électoral. C'est ma conviction, mais la décision ne vient de toute manière ne dépend pas de moi. Bien, Monsieur Ndiaga Sylla, en tout cas merci, c'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, j'en profite pour souhaiter bonne année à tous les Sénégalais et puis souhaiter que le Sénégal reste un état de droit et que la paix et la stabilité de notre pays soient préservées. Merci beaucoup, bonne heureuse année à tout le monde. Le JDD revient l'année prochaine.